Idée comme désir. Suis-je le philosophe du désir pour avoir écrit l'Anti-Oedipe avec mon ami Guattari? Du moins, c'est ce que les gens ont cru. Mais c'était un grand malentendu. Je crois qu'on voulait dire simplement les gens, ah ben nous n'avaient pas compris, vraiment, ce qu'était le désir. Nous, on proposait un nouveau concept du désir. Il ne faut pas croire que les concepts, c'est très abstrait. Il faut savoir, les concepts, c'est aussi très concret. Nous, on voulait dire que jusqu'à maintenant, les gens parlaient du désir abstraitement. Parce que vous extrayez un objet supposé être l'objet de votre désir. Je désire une femme, un paysage, un voyage. Aller au cinéma, je désire ceci, je désire cela. Nous, on disait une chose vraiment pas compliquée. On ne désire jamais quelqu'un ou quelque chose. Non, jamais vraiment. On désire toujours un ensemble de choses. Et donc, l'identification, c'était quelle est la nature des rapports entre des éléments pour qu'ils deviennent désirables. Donc, quelle était mon intention? Je ne désire pas une femme, son visage. Je désire aussi le paysage qui enveloppe cette femme. Paysage que je pressens. Et tant que je n'aurai pas développé son paysage, je ne serai pas content. C'est-à-dire mon désir n'aura pas abouti. Il restera inassouvi. Quand une femme dit « je désire telle robe, tel chemisier », c'est évident qu'elle ne désire pas tel chemisier, tel corsage. En abstrait, elle les désire dans un contexte, un rapport avec un paysage. Des gens ou ses amis, des gens qu'elle déteste ou pas. Ceci, cela, sa profession, une discussion. Je ne désire jamais quelque chose tout seul, jamais. Je ne désire pas un ensemble, je désire dans un ensemble. Revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. Boire n'a jamais voulu dire boire et puis voilà, c'est comme ça. Ou bien je désire boire tout seul, en travaillant, ou en me reposant, ou aller retrouver des copains dès le matin dans tel ou tel café pour picoler. Non, il n'y a pas de désir qui ne coule pas dans un agencement. Le désir, si je cherche le terme abstrait, c'est désirer, c'est construire un agencement, c'est construire un ensemble. C'est quoi l'agencement d'une femme? Paysage. C'est mettre ensemble une jupe, une rue, des yeux bleus, une avenue, une couleur. Le désir n'est jamais seul. Le désir, c'est construire un agencement, une région, un paysage. C'est ce que j'ai fait avec Guattari, mon ami. On a écrit l'Anti-Oedipe à deux. On a fait l'agencement, tout seul. Des agencements à deux, tout ça. Chaque fois que quelqu'un dit « je désire ceci », je désire cela, 10 fois, 100 fois, il est en train de créer un agencement. Et le désir n'est rien d'autre. Avec Guattari, on crée un nouvel agencement. On n'avait jamais écrit rien d'autre à deux. Pour que quelque chose passe, une hostilité, une réaction contre la conception dominante psychanalytique du désir. On s'est dit, c'est tout simple, notre position, notre dialectique, c'est que les psychanalystes parlent du désir comme des prêtres en parleraient. Grande plainte de la castration, c'est pire. C'est pire que le péché originel de la castration. C'est une espèce de malédiction, une malédiction du désir proprement effarante. Alors nous, dans l'Anti-Oedipe, qu'est-ce qu'on a dit? L'inconscient n'est pas un théâtre, où Oedipe et Hamlet s'éternisent. Ce n'est pas un théâtre, c'est une usine, c'est de la production. C'est là notre vision, que l'inconscient produit. Il marche comme une usine,
Cette idée nous a réjouis, l'inconscient produit sans cesse. C'est pas forcément à bon escient et que c'est le contraire précisément de la vision psychanalytique de l'inconscient. Que les psychanalystes n'ont de cesse à foison de ressasser. Ensuite, il y a le délire. Désirer, c'est délirer. Délirer n'a rien à faire avec la psychanalyse, qu'on se le dise. On ne délire pas sur son père et sa mère, on délire sur le monde. L'histoire, la géographie, les déserts, les climats, les races, la terre. La psychanalyse ramène cela à des déterminations familiales. Elle n'a rien compris. On délire le monde, pas son petit monde familial. Comme je disais pour la littérature, faut pas se leurrer. Ce n'est pas une petite affaire privée. Construction, d'agencement, multiples interactions. La psychanalyse réduit à des déductions. Un seul facteur invoqué, père, mère ou phallus. Ignorant les complexités, les montages superflus. On parlait d'animal, en psychanalyse, le cheval, c'est l'image du père. Admettons, un cheval tombe, pour le relever, son cocher lui donne une série de coups de pied. C'est un événement courant de la rue à cette époque. Et là, on entend parler de l'image du père, que le désir ait été concerné, ils en font toute une affaire. C'est incongru. Mais c'est dans leur tête que ça va pas. C'est juste un agencement. Des agrégats. Pour un gosse, bien sûr, c'est troublant. Rien de plus. On parlait d'animal tout à l'heure. Il n'y a pas d'animal qui serait l'image du père ou de la mère. Les animaux, ce sont des meutes. Un jour, Jung raconte à Freud qu'il a fait un rêve fou. Vous avez rêvé d'un os, lui dit Freud. Eh bien, c'est la mort. Je n'ai pas rêvé d'un os. Il comprend à tort, j'ai rêvé d'un ossuaire. C'est plus, c'est 100 os, 1000 os. Mais Freud ne voit pas de différence. Pourtant, un ossuaire, c'est une multiplicité. À l'évidence, c'est un agencement, une quantité. Je me balade dans un ossuaire, je musarde. Qu'est-ce que ça veut dire, je musarde? Cette affaire, c'est toujours un collectif, un agencement. Où court mon désir parmi ces 1000 os? Où court mon désir parmi ces 1000 os? Quelle est ma position dans la meute? Quelle est ma position dans la meute? À l'extérieur de la meute? À côté de la meute? À l'intérieur de la meute? Ce sont des phénomènes de désir tombés à point nommé. Après 68, exactement, précisément, c'est quoi leur désir? Ils délirent les races et les tribus, ils délirent l'histoire, la géographie, la rue. Après 68, un peu d'air sain. Après tout, ces délires malsains, tous ces délires pseudo-familiaux, ancestraux. On ne délire pas sur l'enfance, sur la souffrance, sur la petite sphère privée de sa mère. On délire sur la fin du monde. On délire sur les particules, les électrons, pas sur papa, maman, mémé, pépé. De la même façon, dans les années 72, à Vincennes, tout le monde pensait que c'était bien d'être fou, sans aucune gêne. Les gens mettaient à pratique ce désir. On partait d'une psychoanalyse du désir pour combattre la psychanalyse. Il faut que je vous le dise. On voyait parmi les étudiants de tout. Il y avait ceux qui pensaient que le désir c'était la fête. Mais même s'ils étaient fous, ils faisaient leur discours, leur intervention, leur digression. Et eux-mêmes, ils rentraient dans un agencement qui se faisait, qui se défaisait dans les cafés, les appartements. Le contresens, le désir, c'est la spontanéité. C'est la fête, mais c'était dans leur tête. C'était pas ça la philosophie du désir. C'était de dire aux gens, n'allez pas vous faire psychanalyser. Non, n'allez pas vous faire psychanalyser.
N'interprétez jamais, expérimentez des agencements, cherchez des agencements qui vous savent gré. Alors, qu'est-ce que c'était un agencement? Ça renvoie à des états de choses. J'aime des gens qui sont ou pas dans ce café, offrir ou pas des roses. Ensuite, à des énoncés. Chacun a son style, des styles d'énonciation, d'agitation, telle manière de parler, même en prose. L'histoire est faite de ça. Oui, c'est comme cela. Nouveau type d'énoncé. De la révolution russe, de type léniniste. Et puis, sur cette liste, les territoires. Même quand on est dans une pièce, on choisit son territoire. Son territoire, et puis il y a des processus de détériorisation, état de choses, énonciation, territoire, c'est là, dedans que le désir roule. Je n'ai jamais dit à un étudiant, allez, drogue-toi. Ce n'est pas important, tu sais, drogue-toi, saoule-toi. Je suis trop sensible à la minuscule chose qui fait que quelqu'un bascule un état de manque. C'est horrible, l'overdose. Je n'ai jamais donné tort aux gens, quoi qu'ils fassent. C'est vrai, il faut veiller au point où ça ne peut plus aller. Qu'ils boivent très bien, qu'ils se droguent très bien, qu'ils fassent ce qu'ils veulent très bien, mais nous, on n'est pas des flics, ni des pères, qu'ils fassent leurs affaires. Je ne suis pas censé les empêcher, mais tout faire pour qu'ils ne deviennent pas des loques, des brocs. J'ai toujours été partagé entre eux. La possibilité de donner tort et le refus absolu de l'état de Locke. Je n'ai pas de remords. Vous savez, les ennemis de ce livre voyaient une apologie de la permissivité, dire que tout était désir alors que j'opposais ainsi le processus schizophrénique au type d'hôpital, que par la terreur, la peur, il créait une créature d'hôpital. C'était une manière de conjurer la production de Locke, d'hôpital. L'anti-Oedipe restera comme le délire monde sur les particules, sur les ondes, et pas le délire famille qui vrille, on s'en fiche. Omniscient, l'inconscient, comme machine d'usine, et pas comme théâtre. Hamlet sur les planches, à l'affiche, le nez de Cléopâtre.